J'ai tous mes panélistes présents, donc je peux tenter le démarrage. Mesdames et messieurs, très heureux d'être parmi vous. Je vous réitère mes mots de bienvenue à cette conférence annuelle du guichet unique Portnet dans sa 4e édition. Le thème de la session 2 de ce panel que j'ai le plaisir d'animer est quel autre concept lié au guichet unique et comment donc il contribue à la compétitivité des entreprises. Ceci nous amène bien sûr à considérer le guichet unique comme une composante d'un tout, qu'il faut le percevoir donc sous une perception qui est systémique et intégrée. Certes, il apporte de multiples avancées et contribue à générer de la performance, mais il n'est pas le seul contributeur, donc il intègre ce qu'on appelle un écosystème. J'ai entendu tout à l'heure Jalal parler d'une composante qui est protéiforme, donc il y a plusieurs acteurs, d'où une nécessité de prendre compte de cette communauté, de cette exigence de cette communauté, parce qu'il y a des attentes qui sont diverses. Il en est de même pour la compétitivité des entreprises, donc elle ne peut s'appuyer sur un seul levier, bien au contraire, donc elle implique plusieurs vecteurs dans la maîtrise du marché, l'agilité, le capital humain, donc toute une dynamique d'ensemble et intégrée dont il faut tenir compte. Le débat porte sur ces questions avec M. Richard Morton, qui est secrétaire général de l'Association internationale des systèmes communautaires. On voit bien la dimension communautaire et son rôle dans une performance qui est intégrée. M. Lance Thompson, qui est le directeur de l'unité de soutien UNCFACT, division de la coopération économique et du commerce, Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, et bien entendu M. Jalal Benhayoun, qui est le directeur général de Portnet SA, et expert UNCFACT, vice-président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. On va commencer tout de suite par la première question qui est à l'attention de Richard. Richard, je vous interpelle, de quelle manière les systèmes communautaires constituent réellement une composante fondamentale et stratégique dans le commerce des pays et des nations? À vous la parole. Thank you. Good morning, everybody. I think it's important that when we consider single window and trade, that we don't forget the trade element. Single window is very good in terms of bringing together public organisations. However, sometimes we forget about the logistical flows. How does the cargo move? How does the container leave the port? What are the events that allow it to leave a port for either import or export? So what we've seen around the world in different places, in different models, is that the port community systems in regions like Europe, in some cases have been there for nearly 40 years. So we're talking 40 years ago, the exchange of information was being made electronically in some of the ports in Europe. So bringing a group of stakeholders together, a community together, is not new. But it's the most difficult part of actually the development of any form of port community system or single window. People. You need to bring the people together. So as I said, the port community systems, they're important because they have the information related to the logistical flows. There's one country I won't name, actually in Europe, and customs were very proud of their electronic customs information. Everything is done electronically. And in fact, when you asked the question, how does my container leave the port? They didn't understand the question. And it turned out that everything that was electronic, at the end of the process, you had to print off your electronic certificate declaration to say that it was ready to go, and then take it to the terminal, take it to the port, take it to the gate to allow your container to be taken out of the port. And nobody had even thought about a commercial release with the carrier or the agent. And so even though the administration, the customs, had made everything simpler, because it wasn't run in parallel with the logistical processes, the containers still sat on the quayside. So examples like Portnet in Morocco, where they started with a PCS and developed into this trade single window, is a good example of how the administrative and logistical process flows come together. So in Europe, we very much see single windows, maritime single windows at the current time, where the port community systems are the gateways
into those single windows for ship reporting, because the information is already there, and because it is linked to the logistical flows and the administrative flows. Cargo, when it hits the quayside in a majority of Europe, is customs cleared and ready to go as the vessel hits the side, hits the quay, and the container is moved off. No delays, because, unless, of course, the cargo has been targeted. So I think we have to consider that the port community systems, they bring another dimension, the trade dimension. Because actually, when we think about definitions, it's very important for some sectors, particularly the public sector and the administration. But last week I was in Morocco, came a bit early, went down to Essaouira, and I was standing in one of the surf shops talking to the owner, and he was a French national living in Morocco, working for a German company in the surf shop, and he was importing goods from Germany. And we got talking about the work, and he said, "This is wonderful, it's so easy." And he was sitting there on the desk, on his laptop, using the PortNet system to import and do all the processes that he needed to bring those surfboards in. I asked him, "What's a single window?" "I don't know." "What's a guichet unique?" "I don't know." What are you talking about?" He wasn't interested in the definition. He was interested in what it gave him, which was the PortNet, which was the simplification of bringing goods in. So I think it is important, particularly for administrations, about definitions. But we can't forget that the whole purpose of doing this is about trade facilitation. The trade is the key element. And sometimes when we look at single window, a lot of places we've seen, the goal of single window has been the single window. It's not been the trade facilitation, and we need to move it back into being the core focus for trade facilitation, is that's what it's there for. So from a port community perspective, it's about bringing together information for logistical processes with those administrative ones. And in many places, they either are a gateway to, or in some cases, like Morocco and other parts of Africa, are an integral part of the single window. Thank you. Tiens, je retiens dans votre intervention que la dimension communautaire donc, implique différentes composantes. Donc il y a la dimension infrastructurelle, il y a la notion de loi, de réglementation, et donc ceci, bien sûr, crée ce qu'on appelle une complexité dans l'ensemble. Alors, Lance, quelle est votre réaction, votre position par rapport à ce qui a été dit, et surtout au niveau de votre organisme qui est l'UNCFACT? Quelle est votre perception de ces choses-là? Et certainement, donc, vous avez un regard qui est beaucoup plus régulateur sur ces questions-là. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez répondre en anglais aussi. Pardon? En français, ça va aussi. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Richard, que l'objectif principal pour un guichet unique, c'est la facilitation que ça va apporter aux opérateurs. Et on voit que parfois, c'est un peu difficile pour des administrations à mettre en place un guichet unique qui pour être défini strictement par rapport à ce terme de guichet unique, avec les 5 éléments qu'on a vus tout à l'heure. Et il y a des acteurs dans le secteur privé qui peuvent apporter ces bénéfices d'une manière plus rapide pour que les opérateurs puissent bénéficier de facilitation, même si ce n'est pas ce qu'on dirait guichet unique selon la définition. Alors, on a créé un nouvel terme qui est Single Submission Portal, qui en français est portail de présentation unique. Je crois que j'ai une slide voilà, qui montre les différences entre le Single Submission Portal de côté droite et le guichet unique national de côté gauche. Et vous verrez que dans le guichet unique, ce qu'on entend, c'est que c'est surtout pour les déclarations réglementaires. Donc tout ce qui est B2G ou G2B, donc de l'opérateur vers le gouvernement ou gouvernement vers l'opérateur, devait être compris dans le guichet unique et ça devrait normalement avoir un aspect gouvernement à gouvernement, donc agence à agence. Et c'est très compliqué à mettre ça en place parce qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table, toutes les administrations ils se mettent d'accord
et qu'ils se font confiance entre elles. Alors que dans une portail de présentation unique, ou SSP en anglais, normalement le principe de base c'est sur le B2B, c'est pour toutes les opérations business to business. Et bien entendu, il y aura sûrement une partie qui va être présentation de cette information en administration gouvernementale et les réponses. Mais c'est plus facile pour le secteur privé à mettre cela en place. Alors, les Port Community Systems, ce n'est pas toujours le secteur privé. Très souvent, c'est gouvernemental également, comme ici au Maroc. Mais s'ils ont cet aspect de B2B, mais non pas le côté G2G, alors on considérait plutôt un portail de présentation unique. Et s'ils intègrent le côté G2G, même s'ils ont le B2B, on considérait ça un guichet unique. Donc dans les termes de UNCFACT. Merci. Juste pour que j'optimise mes réactions, mais Lons, je voulais juste vous interpeller sur une question qui est où on est la performance des entreprises par rapport à cela. Parce qu'en fait, quand on parle de communauté, on parle de problématiques qui se passent entre acteurs publics et privés. Est-ce qu'on n'oublie pas la performance de l'entreprise parce qu'on doit être au service, bien sûr, de la performance de cette entreprise qui est une priorité fondamentale. Donc il ne faut pas que les enjeux infrastructurels et légaux, je me réfère par rapport à la légalité, fassent oublier l'essentiel qui est la réactivité, la performance de l'entreprise et sa compétitivité. Je crois que la réponse est sous-entendue dans votre question. Un guichet unique, normalement, c'est censé apporter cette compétitivité aux entreprises. L'objectif principal, c'était le premier point dans la définition à 5 points, c'est l'opérateur. La raison qu'on met en place un guichet unique, c'est pour faciliter les opérations pour les opérateurs. Donc, bien entendu, dans le processus de création et conception, normalement, il faut inclure le secteur privé pour qu'il puisse expliquer comment fonctionne leur processus, pour que ça puisse être pris en compte dans la transmission. Mais en allant vers un portail de présentation unique, ça permet à les acteurs 100% privés à créer ces facilitations sans avoir à s'inquiéter, à faire interagir les administrations entre elles. Donc c'est plus facile normalement pour le secteur privé à créer un système, une plateforme qui permettrait à un opérateur économique à procéder à toutes leurs opérations et de faire les liens avec chaque administration sans pour autant que les administrations se sont mis d'accord entre elles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais avant d'arriver sur une expérience qui est nationale, avant d'interpeller Jalal sur la question, comment se font ces interactions entre public et privé au niveau international? Parce que vous avez une vision un peu plus globale que le cas dont on va parler tout à l'heure avec Jalal. Oui, c'est à vous. Merci. Donc, UNCFACT est un forum dans lequel on essaie d'avoir tous les acteurs du secteur privé et public participer ensemble afin de créer des recommandations et des standards qui vont répondre aussi bien aux exigences des gouvernements, mais également aux exigences du secteur privé. Donc, c'est une des plateformes qui puisse, pas plateforme électronique, mais plateforme d'échange, qui permettrait de créer cet environnement pour prendre en compte les besoins. Il y a d'autres organismes internationaux qui font cela aussi, comme l'Organisation mondiale du commerce, qui font en partie, ou l'Organisation mondiale des douanes, ou ISO, mais avec d'autres perspectives à chaque fois. Merci beaucoup, Lange. Je reviendrai vers vous. Maintenant, une expérience nationale, locale. Je m'adresse à vous, Jalal. Comment agit ou réagit Portnet par rapport à son écosystème, son environnement, son rôle dans la performance des entreprises au global? Quel est votre ressenti par rapport à d'autres expériences internationales notamment? On a des soucis de micro. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Mounir, pour la question. En fait, pour revenir au contexte national, un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis mettre le lien un petit peu avec les outils de l'UNCFACT et comment ça aide. Quand on parle de guichet unique, on parle d'autres outils de l'UNCFACT. Il y a plusieurs notions qui
qui entrent en jeu. Il y a la notion d'exclusivité dans le marché, et c'est un petit peu le principe du guichet unique, l'exclusivité qui est donnée sur un process ou sur une procédure à une plateforme qui est le guichet unique. Il y a la notion aussi de la standardisation de l'information, c'est-à-dire qu'on échange de l'information standardisée, et que ce soit information, que ce soit document. Il y a la notion du mandat gouvernemental qui peut être donné par le gouvernement au top du gouvernement, comme qui peut être donné par une administration par rapport à un concept, par rapport à une procédure ou par rapport à un process. Il y a aussi la notion du point d'entrée unique. Et aussi, il y a la notion de gérer les procédures administratives et régaliennes ou avoir ce point d'entrée unique. Donc, quand on vient au contexte marocain, donc, tous ces concepts-là sont pris en charge, mais d'une façon hybride, c'est-à-dire pas tout le temps, dans la mesure où on a une partie des services qui sont régaliennes, qui passent obligatoirement par le guichet unique, mais on a une bonne partie aussi qui sont des services à valeur ajoutée, et qui sont justement, in fine, la main forte, elle est au client final. C'est lui qui va juger cette performance quand Lance a répondu par rapport à... Il a dit que le guichet unique est censé apporter de la performance, mais la vraie personne qui peut donner ce jugement-là, c'est l'entreprise, de dire est-ce qu'on peut avoir un guichet unique mais qui n'apporte pas de la performance, et ça, c'est pour plusieurs raisons. Et là, je viens au challenge. Les challenges, on peut mettre en place une procédure administrative qui est dématérialisée, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, très intrusive par rapport au business. Je dématérialise, mais au niveau de l'entreprise, pour qu'il fasse sa procédure, a besoin de mettre 4 personnes à temps plein à remplir des fichiers, à remplir des données pendant toute la journée. Donc ça devient plus une contrainte au business qu'une facilité pour répondre à ce besoin de soumission unique de l'information. Il y a aussi cette notion du mandat. Et pour nous, le vrai mandat, ce n'est pas le mandat du gouvernement, c'est le mandat du client. Parce que c'est le client qui te donne mandat quand il est satisfait. Si le client est plus insatisfait, ce mandat-là va sauter, même au niveau du gouvernement, parce que c'est des choses qui ne marcheront plus. Et puis le gouvernement va tout simplement enlever le mandat. Parce que le gouvernement cherche toujours à avoir plus d'efficacité. Donc cette confiance du client, son satisfaction, sont plutôt générés par la performance du guichet unique. Donc, d'où la réflexion qu'on a au niveau de l'UNCIFACT quand on a parlé des core principles ou des principes fondamentaux d'opération du guichet unique ou de Port Community System ou de n'importe quelle plateforme. Il ne suffit pas de la mettre en place en respectant les règles, mais il va falloir après qu'au niveau de la gestion opérationnelle de ces guichets uniques, qu'ils soient très performants, qu'ils puissent satisfaire les clients, que ce soit pour les procédures administratives ou les procédures non administratives, parce que le seul moyen de maintenir ce fonctionnement, c'est de générer cette confiance-là à travers la performance. Et là, comme l'a dit Richard, les Port Community System est un très très bon exemple dans la mesure où ils sont drivés par le business. Souvent, il n'y a pas de mandat derrière, mais les seuls juges qui donnent le mandat, c'est les clients finaux. Donc si les entreprises ne sont pas satisfaites, donc ils vont passer par autre chose et le système tout entier va s'écrouler. Donc je reviens aussi à cette question d'intrusivité au business. C'est le plus grand challenge auquel on fait face au quotidien. C'est comment d'être vraiment aligné à la façon de faire naturelle des choses d'un business ou quand on parle des concepts de la supply chain à l'international, et de ne pas perturber l'entreprise de son fonctionnement quotidien et que l'entreprise puisse faire ses démarches sans justement voir le guichet unique. C'est un petit peu le témoignage qu'a dit Richard. À la rigueur, ça ne nous dérange pas que si un client ne sait pas ce que c'est un guichet unique, mais il dit qu'il utilise Portnet sans savoir ce que c'est un guichet unique, mais ça lui apporte de la valeur ajoutée. La notion en elle-même n'est pas importante, mais c'est ce qui est généré à travers cette notion qui est la plus importante. Et je pense que c'est sur cette logique qu'on essaie de travailler, que ce soit au niveau de l'UNCIFACT aujourd'hui, que ce soit au niveau d'ICSA, que ce soit au niveau de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. In fine, c'est le client qui donne le mandat, c'est lui qui va maintenir le système et c'est lui qui va le juger. Et puis il y a le dernier challenge, c'est que cette perception de satisfaction du client, elle est en perpétuelle mutation. Un client qui est satisfait parce qu'on a rendu un process qui se passait pendant 3 jours et qui se fait pendant quelques heures, demain va être plus satisfait. Les 2 heures ne vont plus lui suffire, il va vouloir avoir un process qui va se faire dans 1 minute. Et ça revient aussi aux core principles, quand on parle des recommandations ou des principes fondamentaux de gestion opérationnelle d'un guichet unique ou d'un Port Community System. Le système doit être capable
tel qu'il est mis en place, de s'améliorer en continu pour changer, pour accompagner cette perception du client et son exigence qui devient de plus en plus contraignante tous les jours. Donc si on met un système, aujourd'hui tout le monde est satisfait, mais demain il peut s'écrouler parce que les gens ne vont plus être satisfaits, pas parce que le système n'est pas bon, mais parce que la perception des clients va changer, parce que l'environnement change, parce que le commerce va plus vite, ainsi de suite. Parce qu'au fait, nous vivons une forme de dynamique des besoins et forcément, donc il faut avoir cette agilité, cette capacité de suivre aussi l'évolution du marché. Vous avez parlé à plusieurs reprises du client, c'est-à-dire qu'il y a une culture client qui fait que les occupations doivent verser vers le client et que le client, bien sûr, puisse alimenter ses sentiments d'évolution pour que le système puisse être justifié en termes de génération de valeur. C'est ce qui nous intéressera tout à l'heure en dialoguant avec les entreprises parce que le système n'a de raison d'être que lorsqu'il apporte de la performance et de l'innovation pour les entreprises. Juste une question, j'ai toujours un souci de micro s'il vous plaît, juste une question, Jalal, avant de revenir à Lens. Est-ce que vous avez des indicateurs sur la performance apportée par Portnet depuis sa création par rapport aux entreprises et à leur performance? En fait, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, deux types d'indicateurs. Il y a un indicateur qui compte le plus pour moi, c'est l'indicateur, le témoignage que nous a transmis Richard d'un client à Essaouira qui faisait ses process sur le système, qui est un client étranger, qui dans un environnement décontracté, satisfait de faire le process comme ça. Et c'est ça le vrai indicateur de performance. Mais il y en a des indicateurs qu'on sort régulièrement de notre plateforme, il y a des tableaux de bord, il y a des mesures de satisfaction de clients, il y a des indicateurs aussi de la place quand on constate aujourd'hui, c'est une semaine après l'apparition des résultats du Doing Business, que le Maroc a pu gagner 42 places depuis 2012 ou depuis 2010 sur l'axe commerce transfrontalier, justement, notamment par rapport à, pas uniquement ce qu'a fait au niveau du guichet unique, parce que, et ça je reviens aussi au concept, ce qui a été réalisé autour du guichet unique. C'est jamais le guichet unique qui fait vraiment les résultats, mais c'est ce travail communautaire, et ça nous ramène à la thématique de cette conférence, c'est cette intelligence communautaire et tous les produits qui vont sortir de cette intelligence communautaire et qui ne sont souvent pas uniquement des produits du guichet unique qui font que la performance s'améliore. Je vois que notre caricaturiste n'a toujours rien produit, donc ça va pour le moment. Alors, je reviens vers vous, Lens, à travers, bien sûr, un constat. C'est qu'on assiste à ce qu'on appelle une pléthore de plateformes électroniques. On parle d'e-commerce, on parle d'e-business, on parle de plateformes d'interaction. Quel est votre sentiment par rapport à cette pléthore? Donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui va réguler l'ensemble de ces plateformes? Et à quel niveau de projet vous êtes par rapport justement à ce qu'on appelle cette évolution, mais constante, des standards, des technologies, l'apparition de nouveaux acteurs qui arrivent et qui reconfigurent complètement le commerce international? Merci beaucoup. Et je crois que Jalal l'a résumé également très bien, que si on parle de 14 jours et on arrive à faire dans 3 heures, demain les opérateurs vont vouloir dans 1 heure. Parce qu'on voit avec l'expansion des e-commerce platforms, beaucoup plus de monde qui achète en direct chez des producteurs en Chine ou au Brésil ou ailleurs, des produits qui veulent importer. On voit avec cela qu'il y a une explosion de petits colis, alors qu'avant on parlait plutôt des conteneurs pleins de marchandises. Donc c'est une évolution qui affecte surtout les procédures à la frontière, mais côté standard électronique, ce n'est pas tellement différent. Le volume va augmenter, mais les standards que l'UNCFACT a développés depuis des années pour les échanges d'informations entre une plateforme et un logisticien, pour lui dire, voilà, on a un colis, on veut que vous le récupérez, c'est le même message, mais au lieu d'être un conteneur, c'est pour un colis. Donc, bien entendu, il faut qu'on l'adapte pour que ça soit plus ciblé vers les petits envois, mais ce n'est pas une révolution complète. Alors, on travaille sur un projet, il y a un autre slide qui explique un projet qu'on fait qui s'appelle ISMIT, Integrated Services for MSMEs
in International Transport, International Trade. Donc c'est celle-ci et c'est un principe pour essayer d'aider les petites entreprises, les PME, à accéder des marchés internationaux alors que normalement ils sont juste sur le marché national. Donc c'est de faire des plateformes de collaboration où plusieurs PME ensemble puissent accéder aux mêmes services auxquels une très grande entreprise pourrait prétendre. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Il y a un document qui devrait être sorti pour une public review dans quelques semaines, donc ça sera ouvert pour les commentaires de tout le monde si ça vous intéresse. Et c'est un type de SSP à la fois, parce que c'est une plateforme, donc ce n'est pas nécessairement un PCS, mais ça pouvait être un autre type de plateforme, et on connaît plusieurs, où on peut acheter des choses en ligne, qui pourra offrir ces types de services, et donc une sorte de facilitation de commerce, mais directement vers l'opérateur. Petite question, est-ce que ces réflexions sont des réflexions globales, intégrées? Parce que quand on parle de plateforme technologique, est-ce que l'ensemble des autres composantes sont aussi impliquées? Je pense à la logistique, à la supply chain, à d'autres aspects aussi administratifs, aux problématiques de commerce international. Est-ce que vous avez une vision exhaustive à 360 degrés de toute la problématique? Alors, exhaustif, c'est jamais très prudent de dire qu'on a une vision exhaustive parce que quelqu'un va se lever la main et dire « Attendez, vous avez oublié quelque chose ». Mais on tente autant que possible d'avoir une vision exhaustive parce que ce projet de ISMIT cherche également à intégrer le financement. Donc, à long terme, comment est-ce qu'une PME peut financer la production qui va augmenter lorsqu'il aborde un marché international. Donc, bien entendu, le côté logistique aussi et la facturation et tout ça, l'assurance, c'est tout compris. Mais comme les recommandations 33 et les autres recommandations qu'on fait, c'est les bases. Ce n'est pas clé en main. Voilà, vous lisez ce document et puis vous savez tout ce qu'il faut pour mettre en place une e-commerce platform. C'est les bases pour essayer de diriger les e-commerce platforms, d'aller dans un sens qui va aller de facilitation pour les opérateurs. Donc l'intelligence a parfois quelques limites et ça bloque, et puis vous reprenez bien sûr avec la volonté de faire avancer les choses, si je comprends bien. Mais on fait toujours des révisions. Donc lorsqu'on fait un document, ça sort sur une période de commentaires de tous les acteurs qui veulent bien le faire. Et ensuite, une fois que c'est publié, comme recommandation 33, c'était publié en 2005, on arrive en 2019 bientôt et on est en train de faire une révision pour l'adapter, pour que ça soit au goût d'aujourd'hui et reflétant les objectifs d'aujourd'hui. D'accord, donc il y a une révision permanente. Notre caricaturiste m'avertit comme quoi il y a un dessin, donc il a travaillé, il n'a pas fait que nous suivre. Alors, cher orateur, parfait. Comme quoi on est rattrapé par la technologie. Merci beaucoup. Alors, une réaction par rapport à cela, peut-être Jalal? Avant qu'on passe aux choses... Alors, je laisse les autres réagir, mais je vais copier après. Je peux faire un premier commentaire. Merci beaucoup. Bien entendu, on essaie d'intégrer tout le monde, les opérateurs et toutes les agences gouvernementales, mais c'est une démarche qui est un peu difficile. Et sauf s'il y a un mandat fort du gouvernement, c'est difficile à obliger les administrations à y participer. On le voit très bien avec les États-Unis qui viennent de mettre à point leur guichet unique, mais c'était quelque chose qui était en construction pendant plus qu'une quinzaine d'années. Il a fallu une ordonnance présidentielle d'Obama pour obliger les autres agences gouvernementales à y participer et ensuite ils ont pu faire un guichet unique. Donc c'est un petit peu, ça serait la main du gouvernement, disons, avec un mandat, voilà, cette agence gouvernementale a le mandat et vous devrez venir et s'intégrer dans cette démarche.
Moi, juste, je n'ai pas l'impression qu'on regroupe, mais on interpelle quelqu'un, donc on le tirons par le col. Donc, je pense qu'il y a d'autres façons de faire pour interpeller l'ensemble des acteurs concernés. Mon cher Richard, on vous a laissé vous reposer un petit peu. On parle d'évolution, on parle de plateformes qui sont en train bien sûr, de se performer. Donc, on parle de dynamique au niveau de l'e-business, de l'e-commerce, qui sont en train de reconfigurer l'ensemble des schémas traditionnels du commerce. Quelles technologies sont envisagées pour l'avenir, pour accompagner ces évolutions? Est-ce que vous avez des logiques d'observatoire, de réflexion, de manière donc à ce que ces évolutions technologiques puissent être surtout au service de l'entreprise, mais pas constituer une contrainte pour elle? Thank you. I think, just going on to e-commerce, we have to consider what that is really going to mean for us in terms of the effect. Around about 20% of e-commerce consignments are returned. What effect does that have on an ISMIT or a single submission portal or any of the e-commerce platforms? The dynamics of e-commerce trade, the small package trade, is changing. I think we've all heard from the 11/11 sales in China yesterday that it was Alibaba alone did $30 billion worth of trade in a single day. To give you some idea of the number of packages, that will roughly be probably 950 million consignments leaving their warehouses, their stores in the next 2 days. 950 million. Think 20% of those go back. So suddenly you're looking at 180 million parcels going from China into China and around the world being returned. So there is a whole re-logistification, if that's what you want to call it, because of e-commerce. So we have to consider those changing dynamics. Shops are becoming showcases and warehouses as pick-up points for e-commerce. How do the government authorities manage it? Recently was in China at an APEC meeting, and we were talking about this whole challenge. So in Europe, VAT will be 0%. So zero. It'll, not the VAT, but a consignment coming into Europe used to be about 15 euros before you paid VAT. It will go down to 0. So every consignment coming in to Europe you will have to pay VAT on it. How do you collect small amounts of money? So I know in the UK, you get a charge of £10 from the post office, from the Royal Mail, as an administration charge to pay your £2 worth of VAT. In Russia, they decided it was too much to deal with small consignment values. So in Russia, it's 1,000 euros before you have to pay VAT. And what they have seen is a spike in consignments coming in from around the world, particularly China. And it's driving their business forward. So governments, when they're dealing with single window, single submission portals, ISMITs, have to consider that. That then comes on to the technology. How do we deal with those things in technology? There's been a lot of talk about blockchain. We have to consider blockchain as just a tool for sharing data. Is it the right one will depend on the business case. Can you imagine 900 million packages going through a blockchain? How many millions, billions of systems or computers will have to hold if it's federated? So it will have its place. But it's just about data exchange. And I think the core to it, and that's the value of UN-CFACT and the work that UNECE do, is the basic semantics. We need to know that a port of arrival is a port of arrival, and that we're all talking about the same thing. We need to know a piece of wood is a piece of wood, and not something else. And that's the critical part of it. We need the basic semantics. The technologies are just a tool for getting there. And they aren't the biggest problem. The hype for the technologies, with things such as blockchain, is becoming a problem, because what we're finding is multiple blockchain startups
using their own standards, devising their own definitions for data elements and what a bill of lading may be, or what a container may be. No standardization. How do you then link all of those together? You can't, because there's no basic semantics. So the core to it is looking at the basic semantic, the basic language. Are we talking about the same thing? And that is the real value that UNEC and UNCFAC bring, is that basis in terms of data and sharing. And it comes down to not technologies, trust. Most of the time you will be using a system such as Portnet or a number of the other systems in Africa or elsewhere. You won't know what technology. As a trader, you don't actually care what technology they're using, as long as you get your goods quickly and faster. So I think we have to consider that the hype around a lot of new technologies is just that, it's hype. It's very good marketing by some companies, but it's about what it delivers in the long run. And that's what you need to look at, is what is the core semantic data? If we know we're talking the same language, we can share information, not just locally, nationally, but regionally and internationally. We can share data. We're working across the world with creating a network of trusted networks of port community systems to share data, because we know we're talking the same language. So we can now pull information on vessel arrival and container status from China or from Canada, because we can share that data. So technology is hugely important, but that's the tool for the trade facilitation. Sur les évolutions qui deviennent incontestables, incontournables, parce que quand on parle de la technologie, donc on est dans l'obsolescence, c'est-à-dire que les systèmes changent en permanence. Le phénomène de conduite de changement au niveau des entreprises, au niveau même des nations. Comment l'UNCFACT suit cette évolution? A-t-il des évolutions dans ce sens-là? Et comment donc vous accompagnez bien sûr cette évolution, et à la fois technologique, infrastructurelle et en même temps réglementaire? Je pense que la réponse à cela, c'est un des projets que Jalal et Richard mènent au cours de UNCFACT. C'est le Core Principles, donc c'était les principes fondamentaux, c'est ça, principes fondamentaux de guichet unique, qui adressent toutes ces questions de l'obsolescence éventuellement des systèmes informatiques, comment est-ce que ça doit évoluer avec le temps, les changements dans la réglementation, et est-ce que c'est intégré dans une manière ponctuelle dans le système guichet unique. Donc c'est un des projets plus importants qui adresse cette question. Je voulais également juste mentionner un autre projet sur lequel on travaille, donc c'est le prochain slide, qui s'appelle Data Pipeline. Donc on n'a pas un mot en français pour cela encore. Jalal, qu'est-ce que tu en dis? Un pipeline d'information. Et donc le principe, un bus d'information. Oui, les pipelines, c'est peut-être pétrole aussi, mais attendez, on va juste revenir au début. Donc, pétroliser les données, oui. Donc, le principe, c'était élaboré dans 3 projets de l'Union européenne qui a commencé il y a déjà 6 ou 7 ans. Et l'objectif principal, c'était d'essayer d'améliorer la qualité des données, parce que souvent l'information sur une supply chain va être interprétée et réinterprétée par chaque acteur sur la supply chain. Donc, j'envoie les informations à un logisticien, il va l'intégrer dans son système, lui il va peut-être aller vers une port community system, qui va peut-être ensuite communiquer avec un compagnie maritime, qui va communiquer avec un autre logisticien, et à chaque fois l'information peut éventuellement changer légèrement, parce que ça entre dans un autre système et puis c'est recommuniqué, et chaque fois il peut y avoir des changements, même si on essaie, comme disait Richard très bien, qu'on doit essayer de se baser sur les mêmes sémantiques. Donc le principe de Data Pipeline, c'est que chaque acteur sur la supply chain, donc vous voyez les acteurs, exportateurs,
jusqu'à l'importateur, et là c'est simplifié, va intégrer les informations dans le pipeline et il va intégrer uniquement les informations lui concernant. Donc il ajoute juste les données concernant son action sur le supply chain et il ne va pas modifier les informations qu'il a précédées. Et puis parfois il y aura des informations qui sortent et qui vont vers une agence réglementaire. Et ça permet de s'assurer que les informations que reçoivent les agences gouvernementaux sont de meilleure qualité. Mais ce qu'ils ont pu constater dans ce projet en Angleterre, c'est qu'il y a certaines compagnies, des très très grosses compagnies qui ont des standing orders, donc une commande continuelle avec des fournisseurs lointains. Ils ont des conteneurs et des conteneurs qui arrivent tous les jours. Et ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a dans le conteneur parce qu'il y a tellement d'ordres qui sont des commandes qui sont en attente ou qui sont en cours que ça pouvait être n'importe lesquelles des commandes. Donc avec ce data pipeline, la plupart les 2-3 sociétés qui participaient au projet pilote, ils ont pu améliorer leur propre visibilité. Donc pour les procédures B2B, pas pour les déclarations administratives, mais ils ont pu constater qu'est-ce qui allait arriver, à quelle date exactement. Et ils ont pu préparer tout leur processus d'arrivage pour savoir exactement où est-ce que ça devait être stocké, vers quel entrepôt ça devait aller et comment est-ce qu'ils pouvaient réapprovisionner chacune de leurs boutiques. Donc c'était un réel avantage pour le secteur privé, aussi bien que pour le secteur public qui voulait de meilleures qualités de données à la base. Pour Jalel, on a parlé d'évolution de pipeline. Dans les versions futures de Portnet, est-ce qu'il y a des pipelines aussi, des perspectives de développement? Justement, donc, on a discuté longuement au niveau de l'ENCIFACT et d'autres au niveau d'IPXA de ce concept de pipeline et justement qui définit bien ce que c'est un guichet unique. Et quand j'ai dit tout à l'heure, ne pas être intrusif au business, s'aligner à la réalité du business, c'est bien ça. On a des clients aujourd'hui qui font du câblage automobile ou qui font du câblage pour l'aéronautique, qui reçoivent juste, et c'est ça la réalité du business, qui reçoit des données, qui reçoit de la marchandise, tellement de pièces de rechange, tellement de matières premières, ils vont découvrir vraiment le contenu qu'une fois la marchandise est arrivée. Donc maintenant, charge à nous, autant que guichet unique, de s'adapter à la réalité du business et de confronter le challenge que j'ai dit tout à l'heure, comment capturer la donnée qui naît au niveau de la chaîne logistique au bon moment, au plus tôt, dès qu'elle est née, et la mettre dans ce pipeline qui est le guichet unique et ne plus la redemander à quelqu'un d'autre. Et surtout, ne pas la demander à quelqu'un où la donnée n'est pas née chez lui. Demander à quelqu'un qui va juste faire l'intermédiaire. Parce que le problème qui va apparaître après, si je te demande des données que tu n'as pas, tu vas donner une mauvaise qualité de données parce que tu vas le demander à quelqu'un d'autre, qui va le demander à quelqu'un d'autre. L'idée, c'est de capturer la donnée à la source au plus tôt et l'injecter dans ce pipeline qui est le guichet unique. Et c'est absolument notre concept du guichet unique. Et la mettre à la disposition de tout le monde. Tout ça pour ne pas pénaliser le business, pour qu'on ne lui demande pas quelque chose qu'il ne doit pas faire, lui demander quelque chose qu'il n'a pas. Ça, c'est par définition intrusif à son business. Il va faire autre chose que faire du business. Il va te préparer un document juste pour toi. Ce n'est pas son business. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intrusivité par rapport au business. En même temps, le rendre plus performant. Et si on revient à la caricature, on veut surtout pas être dans cette situation où dire aux clients, ou dire aux citoyens, ou à l'entreprise, ou à l'administration, mais dis donc, vous ne savez pas que nous sommes le guichet unique, il faut partir via le guichet unique. Il faut que les gens viennent via le guichet unique sans se rendre compte, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus compatible avec leur business. Et ça, c'est comme ça qu'on peut examiner ou évaluer la performance d'un guichet unique. Tu parles de cette notion d'intuitivité, c'est-à-dire qu'on vient vers le guichet unique. Parce que ça me sert à quelque chose. Exactement. Pas parce que je ne suis pas obligé, pas parce que je m'appelle guichet unique. C'est ce que je voudrais bien vérifier au niveau de la salle, parce qu'il y a certainement des entreprises qui sont là. Ils ont entendu, bien sûr, la sémantique orientée client, donc être au service au client, pour avoir aussi leur réaction par rapport à cela. Est-ce que réellement ça change complètement leur donne et modifie leur structure traditionnelle au niveau du commerce et du business? Donc, je pense qu'on peut se
retourner vers la salle et recueillir aussi son avis sur cette question-là. Est-ce que réellement il y a des apports positifs? Est-ce qu'il y a de la réactivité depuis l'utilisation de ces guichets uniques? Maintenant, la parole est à vous, mesdames et messieurs. Je pense que les panélistes ont fait leur travail, donc ils ont parlé. Maintenant, on change la donne, donc c'est à vous de poser vos questions. Je suis à votre disposition, bien sûr, avec les panélistes pour recueillir vos questions. Juste derrière vous. Vous voudrez bien vous présenter, chère madame, avant de poser votre question? Donc, je me présente, Madame Ksous, freight forwarder à la base et présidente de la commission des affaires internationales de la FFM. Je remercie les panélistes pour cet exposé très enrichissant. Ce n'est pas une question, c'est plus un témoignage. Donc, en tant que freight forwarder, nous sommes en attente, parce que le plus beau est à venir pour nous. Les transitaires ont joui de la qualité des services Portnet. Je voudrais juste revenir à cette notion de pipeline. Et c'est là où se résume mon témoignage. Portnet, sa force a été... Ils ont été précurseurs, en fait. Ils ont associé toutes les parties prenantes pour la construction de ce pipeline. Donc, comme a dit M. Benhioun, il n'est pas question de demander un document qui a été déjà demandé, qui est déjà dans le pipeline. Donc, on est sûr qu'on n'aura pas ce genre de surprise, parce que l'idée, c'est de participer dans le trade facilitation, donc pour activer un peu tous les process. Donc, je voudrais juste saluer les efforts qui sont faits par Portnet pour la communauté logistique. Et c'est une fierté pour nous, parce que quand on se déplace en tant qu'AFFM à l'étranger, la première des choses qu'on nous pose comme question, est-ce que vous disposez d'un guichet unique? Et on est juste fiers de dire que non seulement on dispose d'un guichet unique, mais il y a des travaux qui sont faits de longue haleine avec les principaux partenaires pour éviter à ce que justement ce ne soit pas un produit qui vienne juste embellir, si vous voulez, la façade, mais c'est un produit qui est vital et incontournable pour la profession. Donc merci encore pour vos efforts. Merci madame. Autre question? Enfin, c'est une remarque, ce n'était pas une question. Monsieur, madame, micro par là, s'il vous plaît. Je voudrais juste rassurer mesdames et messieurs qu'en parlant de pipeline, nous ne sommes pas dans une conférence sur le pétrole, mais bien entendu sur les guichets uniques. Monsieur, donc, si vous voulez bien vous présenter. Donc, Kortobi Karim, Crédit du Maroc. Donc, c'est aussi un témoignage, puisque je suis... Est-ce que vous aurez des questions quand même à part les témoignages et la question viendra après. Juste une observation, une constatation. On peut se demander aujourd'hui, si Portnet n'existait pas, comment on pourrait gérer le flux import et export de notre pays aujourd'hui. C'est une évolution. Je rappelle que les échanges du Maroc avec le monde extérieur évoluent de plus à 2 chiffres, donc chaque année et depuis une décennie. Et c'est ça très 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 important. Ça veut dire que derrière, toutes les procédures administratives suivent et on se dit que heureusement aujourd'hui, Portnet a pu faciliter le traitement de ces opérations. Il a pu se mettre à niveau pour permettre aux opérateurs marocains de traiter ce flux d'échanges internationaux, soit à l'import, soit à l'export, dans des conditions favorables et de délais qui sont très maîtrisés. Maintenant, le projet Portnet comporte des évolutions et le secteur bancaire, qui est un partenaire donc, dans la chaîne de l'import et de l'export, puisque c'est lui qui règle, c'est lui qui domicilie les titres, et donc il intervient en amont et en aval d'une opération d'importation d'exportation. Donc il est prêt donc à s'intégrer dans cette évolution du guichet unique. Merci. Donc j'espère avoir une question, parce que j'ai beaucoup de reconnaissance et je vois que Portnet a beaucoup de fans. Monsieur, je reviendrai vers vous, Nadia, parce qu'il me semble que vous avez levé le doigt pour une question. Vous avez levé le doigt juste pour le plaisir, pour le fun. Stéphane Noll, alors en fait j'ai 2 questions. Ah, magnifique. Donc voilà. je travaille pour Cham Cargo System, nous sommes le leader des messages dans l'industrie aéronautique. Donc on échange à peu près 300 millions de messages par an entre les compagnies aériennes, les agents en ligne et les transitaires. Donc mes 2 questions sont les suivantes. Tout d'abord, au niveau de la single window, est-ce que vous constatez, enfin je constate que c'est essentiellement un développement sur la base du maritime. Alors est-ce que vous allez intégrer, cette question s'adresse plutôt à Jalal,
est-ce que vous allez intégrer aussi l'aérien dans votre plateforme? La deuxième question va s'adresser plutôt à Lance. Est-ce que la single window pourrait complètement s'épanouir en connectant plusieurs, non? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de développement qui est fait au Maroc, mais on peut imaginer aussi que ces single windows du Maroc se connectent avec d'autres single windows, parce que le bénéfice de la digitalisation, ce n'est pas seulement ici à l'import ou à l'export, mais c'est aussi surtout de garantir que la marchandise, une fois qu'elle a quitté le territoire marocain, elle est réceptionnée à destination dans un environnement aussi où on ne demande pas de documents. Parce que si vous ne mettez pas de documents au départ, souvent, à l'arrivée, ils en veulent peut-être. Donc voilà un petit peu mes deux questions. Donc pour résumer, est-ce que vous allez faire aussi un petit clin d'œil à l'aérien dans la plateforme Portnet? Ça, c'est pour Jalal. Et puis pour Lance, comment est-ce que vous voyez la connectivité entre les single windows? Merci beaucoup. Non seulement, monsieur, vous nous donnez deux questions, mais le résumé avec aussi, c'est performant. À vous, messieurs. Merci beaucoup pour vos questions. Donc, justement, concernant l'aérien, donc il y a deux réponses. La première, c'est que, juste pour préciser la question, l'aérien est dans Portnet pour plusieurs process. Si on voit la définition de l'ANS au niveau de la recommandation 33, les processus administratifs aériens est dans Portnet. Mais si on a la définition des Port Community Systems, chez mon ami Richard, ce n'est pas encore dedans. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans ce cadre-là. Une convention a été signée, ça fait 2 ans. C'est la Convention nationale pour le développement du fret aérien, et qui est une stratégie nationale avec une vision très claire, visant pas à mettre en place un guichet unique aérien, visant à faire croître le trafic aérien. Et nous, on s'inscrit dans ce cadre-là avec plusieurs parties prenantes, la Direction générale de l'aviation civile, l'administration des douanes, l'Agence marocaine de développement de la logistique, les compagnies aériennes, ainsi que toutes les autres parties prenantes, les transitaires, les freight forwarders. Donc, depuis, on travaille d'une façon acharnée avec la communauté, et il y a plein de services aujourd'hui qui sont prêts. On est en train de finaliser les dernières touches. Et je dirais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, 2 ou 3 mois prochains, on va lancer les premiers services, mais services logistiques aériens, parce que c'est ce qui compte pour nous. La partie régalienne, il y a une bonne partie qui est déjà dans Portnet, et c'est la partie qui ne dépend pas de moyens de transport. C'est des procédures administratives qui, quel que soit le moyen de transport ou la marchandise, sont incluses dans Portnet. Et puis il y a aussi une partie qui est dedans aussi, qui est le paiement électronique, puisque au Maroc, on a mis en place une plateforme de paiement électronique communautaire. C'est ça un petit peu la spécificité, et qui n'est pas uniquement orienté vers le paiement des factures de la douane ou les paiements de factures de Portnet ou d'une agence, mais qui est une plateforme qui permet l'échange des factures, parce que c'est une tâche qui est très difficile, les gens l'oublient. Quand on a besoin de payer ses factures, il faut envoyer un coursier rien que pour récupérer la facture des fois, préparer son paiement. Donc on a une plateforme qui est mise à la disposition de toutes les parties prenantes. Même un freight forwarder peut disposer de cette plateforme pour mettre ses factures et se faire payer, encore une fois, par le moyen de paiement qui arrange le client, pas qu'il arrange lui. Le client a la possibilité de choisir n'importe quel moyen de paiement disponible dans toutes les plateformes de paiement du Maroc. C'est-à-dire il y en a 3 ou 4 aujourd'hui de systèmes de paiement implémentés au Maroc, et chaque système a des spécificités, a des canaux qui sont communs, mais qui a aussi des canaux qui sont spécifiques. Et là, dernièrement, on a lancé un nouveau canal, qui est un canal qui est novateur, peut-être qu'on va présenter cet après-midi dans une vidéo, mais qui vient pour répondre aux besoins du client. Et aussi le client dans le deux sens, le client fournisseur et le client-client. Parce que le fournisseur ne peut pas lâcher une marchandise s'il n'est pas payé. Et le client, le vrai client, très difficile pour lui de faire ce paiement-là d'une façon très rapide. Donc l'idée, c'est qu'il voit la facture et qu'il puisse payer d'une façon instantanée, quel que soit le montant, même si c'est un grand montant, en agissant sur les comptes d'une façon innovatrice, et et réaliser ce paiement et libérer sa marchandise. Donc c'est une plateforme qui n'est pas limitée aux parties prenantes publiques, mais aussi au B2B. N'importe quel client peut faire usage de cette plateforme qui est ouverte, interopérable, surtout sur tous les systèmes de paiement au Maroc,
et aussi sur Portnet, juste pour dire qu'il y a aussi des services à valeur ajoutée qui concernent l'aérien qui sont là, mais là on s'engouffre davantage dans la partie logistique aérienne. Et là il y a énormément de choses parce qu'au Maroc on a beaucoup de spécificités au niveau portuaire, on s'est vraiment engouffré puisque le système est né dans les ports, donc il y a énormément de process purement logistiques qui sont déjà dans Portnet. On fait pareil pour Merci Jalal Lance, je crois que vous étiez interpellé par la question et je voudrais bien que vous répondiez, s'il vous plaît. Merci. Donc, la question, je ne sais pas le mot en français, mais c'est un oxymoron. En français, ça donne quoi dans la traduction, oxymoron? Je ne sais pas, mais c'est-à-dire que le mot, c'est guichet unique. Donc, c'est unique, c'est un. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire collaborer plusieurs guichets uniques entre elles? Et je crois que tu veux dire dans le même pays, dans la même économie. International, ok. Bon, parce qu'il y a cette notion également dans le national. Parce qu'on voit, on a entendu quelques allusions tout à l'heure, qu'il y a des économies où il y a plusieurs guichets uniques qui ont des mandats gouvernementaux qui coexistent en parallèle. Donc 2 ou 3 ou même plus guichets uniques dans une même économie. Et c'est vraiment pour cette raison qu'on a travaillé sur quelque chose qui s'appelle une note technique sur la terminologie relative aux guichets uniques et d'autres plateformes électroniques. Et on a défini cette possibilité comme étant un environnement de guichets uniques. Donc et on a essayé d'expliquer comment un environnement où il y a plusieurs guichets uniques nationaux, donc vous au Maroc vous n'avez qu'un, donc vous avez de la chance, mais il y a d'autres pays, même en Europe, où il y a plusieurs qui puissent coexister. Et donc, comment est-ce qu'ils puissent coexister? Alors, entre pays, donc entre le Maroc et la France ou la Suisse et le Brésil, on a une recommandation numéro 36 qui explique les différents facteurs qu'il faut regarder pour mettre cela en place. Mais une des premières questions qu'on s'est posées quand on faisait ce travail, c'était l'objectif de cette communication entre guichets uniques régaliennes. Quel va être l'objectif? Parce qu'on ne va pas partager absolument toutes les informations, parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont sensibles, et donc un pays ne va pas vouloir déverser tout vers un autre pays. C'est très difficile à dire qu'un document d'export, donc pour une déclaration export, deviendrait déclaration import à l'entrée. À l'étude, on a vu qu'il y a seulement, je crois qu'il veut reposer une question après, on peut réutiliser peut-être seulement 20% des informations, et c'est plutôt par rapport aux opérateurs et des destinations, mais même les marchandises, même les origines, tout cela, c'est filtré par la réglementation du pays. Donc, c'est difficile à prendre cette filtre à l'export et l'appliquer à la filtre d'import. Alors, si je peux intervenir, je suis un petit peu étonné parce qu'en fait, quand on fait de l'export, on fait de l'import à destination et c'est la même base des documents qu'on utilise. Donc, on utilise en fait les mêmes data elements puisque pour faire de l'import, on a besoin des factures qui sont générées à l'export. Donc aujourd'hui, si on fait un guichet unique et dans lequel notamment on digitalise, comment est-ce que vous allez rematérialiser les documents à destination? Donc la question en fait, pour résumer, c'était de dire comment est-ce qu'on fait collaborer les guichets uniques pour justement éliminer entièrement les documents qu'on transporte. L'idée d'un guichet unique, pour moi, c'est vraiment d'éliminer toute la partie administrative, de digitaliser. Mais si vous digitalisez votre export, comment allez-vous faire pour rematérialiser l'import à destination? En prenant donc un exemple concret, j'élimine mon certificat phytosanitaire si je fais de l'export d'agrumes du Maroc, je les envoie en France à l'import. Si j'ai plus de certificat phytosanitaire, les Français, eux, vont vous demander j'ai besoin d'un certificat phytosanitaire papier, par exemple. Bonne question, mais vous avez le droit de répondre à 3. Jalal. Ouais, donc si vous permettez, donc il y a justement une allusion qui était faite très très intéressante par rapport à un exemple d'interopérabilité qui est un bon exemple aujourd'hui sur lequel on travaille. Et on salue cette initiative au niveau des Nations Unies, l'organisme qui est en charge de la protection des végétaux.
Il y a aujourd'hui une première convention multilatérale. Dedans, je pense qu'il y a une vingtaine de pays dans l'Europe et qui s'appelle IFITO, donc les Nations Unies, aujourd'hui qui héberge une plateforme internationale qui permet à tous les organismes phytosanitaires dans le monde de se connecter. S'ils signent cette convention, le Maroc va rentrer dedans incessamment et on a déjà commencé ce projet-là d'une façon technique avec l'ONSA, qui est l'organisme phytosanitaire au Maroc, et avec la douane, avec les autres parties prenantes. Ça répond un petit peu à la question de Stéphane. L'idée, c'est que j'ai le digitalisme en export, mais je serai obligé d'envoyer le document phytosanitaire parce que l'importateur de l'autre côté en a besoin. Avec cette initiative IFITO, si l'autre partie est déjà partie prenante de cette convention multilatérale, il va voir le document électronique via ma plateforme, à travers la plateforme centralisée des Nations Unies, IFITO, et il va reconnaître le document électronique, ne va plus demander le document papier. Et donc ça, c'est une initiative qui est très très concrète, qui permet une dématérialisation de bout en bout, alignée aux besoins des importateurs et exportateurs, qui leur permet de s'affranchir du papier sur le long du chemin. Bon, je crois que vous avez un complément de réponse sur le sujet, ou Richard. Allez-y. Yeah, I think we have to consider why are you sharing data between countries? What is the purpose of it? So first of all, you have to see the reason for doing it. Then do you have the legal basis to share that information? If it's invoices and things, if it's the importer or exporter, they can share it amongst themselves. Tax authorities generally can't because of the tax secrecy laws. Then we talk about data protection laws, which becomes an even bigger problem. And I think when you're sharing internationally between countries or between single windows, you have to think of all those things. If you look at phytosanitary, one of our members, the Port of Antwerp, has developed a blockchain phytosanitary certificate specifically between Belgium and New Zealand. They know they have a lot of traffic, the customs authorities trust each other, and they have developed, using a blockchain solution, the release of cargo based on a digital phytosanitary certificate. That is a specific bilateral agreement. They are looking to see can that be widened. But the challenge is the authorities in most countries don't trust the authorities in the other country. How do we get around that? And so we need to be sure about what the data is being shared for. And also the liabilities. If we have a manifest on a vessel that leaves one country and it's sent from the customs authority as this is what's being exported to the customs authority of the importation country, who validates that that information is correct? Where's the liability lies? So you have to be sure who can validate that data to say that this is correct, this is the information, and where that goes. So it comes down to trust again. And there are technical solutions that can support that, but we need to do it. But there are some good examples that we can use where sometimes single windows may be able to connect between themselves. So the International Maritime Organization, with the revised FAL Convention, we have an international regulation that is every country signed up to the IMO FAL will accept electronic facilitation forms by the middle of next year. So you're starting to get there. And actually, for the trade, if the data you're sending is the same, it's very easy. You just press a button. So you can send it to the different players. So the question is, what data should we be sharing? Of course, there's some on risk and fraud and security aspects. That's a different matter. But you still need to have the permission of the owner of that data. So I think there's multiple difficulties. There are always going to be solutions, but it comes down to trust, not just amongst the traders, but amongst governments as well. Je pense que la caricature a stimulé la salle, parce que je vois une autre question là. Allez-y, monsieur. Présentez-vous. Bonjour, je me présente, monsieur Fakher Mustafa, portail d'actualité maritime, Maritime News. Alors, je voudrais poser une question, et là, je vais commencer par le propos d'un des panélistes, c'est que aux États-Unis, qui est un pays très libéral, on a été obligé de passer par un décret présidentiel pour
imposer le guichet unique aux autres parties prenantes de la chaîne du commerce extérieur. Alors, je vais essayer de poser une question, mais je vais être obligé de faire une gymnastique pour ne pas froisser. Bon, je vais faire court. Alors, Portnet au Maroc n'est pas une administration qui a des prérogatives régaliennes exclusives. C'est une société privée qui a un mandat des autres administrations publiques. Ce qui fait que certaines administrations acceptent d'une manière volontariste de lui donner mandat de ses prérogatives et d'autres qui n'acceptent pas. Sur certaines opérations du commerce extérieur, Portnet n'est pas le guichet unique, n'a pas l'exclusivité. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question, et là, elle va être très directe. Est-ce que le schéma du guichet unique doit être bâti sur le schéma d'une gouvernance où c'est une administration publique avec des prérogatives régaliennes bien claires, et c'est terminé, ou être une société privée qui peut lui assurer une certaine agilité, on en convient, mais dont les prérogatives restent sujettes à la bonne foi et la bonne volonté de certaines administrations qui se considèrent avoir toujours des pouvoirs régaliens. Merci. Merci de cette gymnastique. Donc, je ne sais pas qui pourra répondre. Si Jalal. Oui, merci pour cette question. En fait, c'est une question très intéressante dans la mesure où ça me donne l'occasion d'insister sur ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'autre session pour un petit peu mettre la lumière sur tous les concepts de l'UNCIFACT quand j'ai parlé de l'unicité, de l'exclusivité, du mandat, ainsi de suite. Là, on revient encore au modèle marocain qui est réinventé. Portnet n'est pas une société privée, comme c'est pas une société publique. Donc, c'est une société de droit privé avec un actionnariat public et privé, majoritairement public. Donc c'est un modèle purement marocain qui intègre dans sa gouvernance toutes les parties prenantes, qui prend en considération les risques de gouvernance, donc ce qui fait que c'est une société qui est contrôlée par le gouvernement et qui a l'agilité d'une société privée puisque c'est une société anonyme de droit privé. Donc justement pour être clair là-dessus. Et en revenant au mandat, il a des mandats qui sont d'exclusivité dans un certain nombre d'opérations. Quand on parle du portuaire, donc il a un mandat sur plusieurs opérations portuaires. Il a des régaliennes, mais aussi le mandat qui vient par les clients. Donc les clients, quand on parle sur des opérations de valeur ajoutée, et là j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le vrai mandat il est donné par le client. Parce que si le client est satisfait de la plateforme, c'est le client final qui va faire la pression sur une administration et qui va la ramener, la pression d'une façon positive, de la ramener pour rehausser son niveau et collaborer avec les autres. L'idée, ce n'est pas de travailler avec le guichet unique, mais l'idée, c'est de rehausser la compétitivité en travaillant ensemble avec d'autres administrations. L'idée au Maroc, et c'est ça un petit peu le changement du paradigme, c'est que l'administration, et là, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, l'a dit à plusieurs reprises, c'est que l'administration doit travailler d'une façon coordonnée, quand je dis plusieurs administrations, et c'est à charge à ces administrations de s'organiser pour demander l'information une seule fois, pour que ça soit très fluide par rapport aux citoyens, que ça soit très fluide pour l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'avancer d'une façon régalienne, mais d'une façon qui accompagne la vitesse de chaque administration. Il y a des niveaux de maturité qui sont différents, et ça, c'est encore le challenge de la mise en place d'un guichet unique. Il y a des administrations qui sont très informatisées, et ça, c'est une nécessité, c'est une base pour se connecter au guichet unique. Il y a des administrations qui avancent un petit peu plus lentement, mais avec cette dynamique qui crée une communauté, je dis, le contrôle est léché les entreprises qui peuvent ramener tout le monde sur le même bateau et d'une façon plus rapide. C'est pour ça que notre modèle est très particulier. C'est l'écosystème tout entier qui drive toutes les parties prenantes pour aller plus vite. Ça, on l'a vécu dans tous les services qu'on a mis en place. À chaque fois, c'est les entreprises qui vont chez une administration. Pourquoi vous restez tout seul? Il y a un guichet unique national, il faut qu'on aille ensemble, et ça permet que ça devienne une priorité chez cette administration et de partir très vite, mais d'une façon très positive.
au lieu qu'il y ait un mandat qui vient de très très haut et qui va justement casser toute cette agilité. Parce que si on fait un mandat de très en haut et on n'a pas les capacités d'aller dans quelques mois, ben ça ne va pas se faire dans quelques mois. Merci beaucoup, Jalal, mais je crois que Lance veut participer aussi à la gymnastique de réponse. Allez-y, Lance. Merci. Je voulais juste souligner qu'il y a deux aspects aux questions. Donc, le premier, c'est le mandat pour faire le guichet unique, et le second, c'est la participation de chaque agence gouvernementale dans le guichet unique. Donc, sur le premier aspect, sur les deux, on a un répositoire de cas d'études de guichet unique, de la mise en place du guichet unique à UNCFACT. Et si vous regardez cet repositoire, on peut voir qu'il y a pas mal de pays qui ont donné un mandat à un acteur privé pour mettre en place et pour gérer le guichet unique à la place du gouvernement. Donc ce n'est pas un modèle unique ou étrange, c'est quelque chose qui peut se mettre en place dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et ça évolue, il y a toujours un mandat avec une certaine période de temps qui se renouvelle après. On voit en Singapour que ça vient de changer, par exemple. C'était une société pendant assez longtemps et maintenant c'est une autre société. Mais il y a une continuité et c'est toujours une société externe. Ce n'est pas le gouvernement elle-même qui fait le guichet unique, mais ça ne réduit en rien le fait que c'est régalien. C'est le gouvernement qui l'a mis en place, qui a donné mandat. Donc c'est à cette portail unique à récupérer toutes les informations et les opérateurs sont obligés, selon le mandat qui est donné, à transmettre les informations à ce portail pour aller au gouvernement. C'est la deuxième question, c'est la participation des agences gouvernementales. Et on a deux termes en anglais, je ne sais pas en français, mais c'est soit it's either a big bang approach or a phased approach. Donc dans une approche big bang, on dit que absolument toutes les agences vont participer immédiatement. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et il faut vraiment bien étudier et coordonner entre les agences. Et c'est assez rare qu'un pays va vers une approche Big Bang, mais une approche phase graduelle, ça va prendre en compte les agences au fur et à mesure qui sont prêts à participer au guichet unique et qui ont soit un mandat, ils sont soit obligés par un mandat du gouvernement, soit ils sont prêts, comme expliquait Jalal, à participer parce qu'ils voient les bénéfices et ce que ça peut apporter pour leur agence, mais également pour les acteurs. Donc, ce n'est pas unique au Maroc. Et pour le mandat, je ne dirais pas que c'est moitié-moitié. La plupart sont plutôt les gouvernements, mais il y a une bonne partie qui sont mandatés à les secteurs d'autres sociétés. Et puis, sur le phase approach, je dirais que la majorité sont une approche graduelle. Ce n'est pas une approche Big Bang, normalement. Merci beaucoup, Lance. Je crois que Nadia va se rattraper. Allez-y, Nadia. Je veux juste faire un rappel. Je pense que ça a été fait ce matin, mais je vais le refaire quand même. Nadia Laraki, directrice de l'Agence nationale des ports et présidente de Portnet SA. Je voudrais faire un rappel à un historique. L'Agence nationale des ports est l'organisme étatique. C'est un établissement public qui a eu mandat par le chef du gouvernement de réaliser ce guichet unique. Une fois que ce guichet unique a été réalisé, en inclusivité, bien évidemment, nous avons jugé utile de ne plus le laisser au sein de l'agence, mais de le transformer dans un établissement, enfin dans une société publique. Le décret qui a créé cet établissement, enfin cette société, exige que le tour de table soit public tout le long de la vie de cette société. Donc c'est une société d'État dans laquelle interviennent dans le tour de table l'ensemble des membres de l'écosystème qui ont permis justement de faire ces sauts qualitatifs en si peu de temps. Donc on continuera ainsi, c'est un mandat de l'État à travers un établissement public qui fédère l'ensemble de l'écosystème du commerce extérieur. Cette précision, autre question s'il vous plaît, Madame. My question would be for Richard, please. I would like to go back to your data validation. I did it on purpose, by the way. You tickled my curiosity when you talked about data validation. Did you mean that it is because there is a problem of commitment
as far as the data is concerned, because we know that we are working on documents which are digitalized. The most important documents are the governmental documents, or for instance, as far as logistics is concerned, it will be the commercial contract, the invoice, the Euro Uno, and especially last week we've been facing a great problem with Italy as far as Euro Uno is concerned. So when it talks about data validation, it is because there is a problem of responsibility, of transfer of responsibility, or is it something else? Because I didn't get your point. Thank you. It's more about the liabilities. So when you make a declaration to customs, you are the declarant. If customs is receiving that information from another customs authority or from elsewhere, who becomes the declarant? And you just have to be very clear about the roles and responsibilities throughout the chain and who is submitting that data. Because let's say a passenger list on a cruise ship is shared between two single windows. Who has the responsibility that that is accurate? It's not the maritime authorities in each of the countries, so they may be able to share it. However, you still need to go back to the agent or the shipping line for them to validate that when it's left one country, that when it arrives in the next country, that that passenger list is still accurate. So there is a liability issue. What happens if it's wrong? Who's liable for it? So I think there's those questions that have to be considered. It's very easy. Oh, we need to exchange data. Why are we exchanging data? Who's responsible for that data? Who has the legal rights to that data and to share it? So if you send data into Europe now and it's got, let's say, passenger lists again, the new General Data Protection Regulation, you can't share it. It's extremely strong and tough. And it's not just, it's on EU citizens. So any country that holds data on EU citizens needs to comply to a certain degree on it. So you have to be very clear who is the role and the responsibility. So that was really about the point about the data validation, is that you can share data between authorities, but somebody needs to validate that that data is still correct somewhere along the line. C'est de très loin le temps imparti. Une dernière question pour Madame, s'il vous plaît, si vous pouvez vous déplacer avec le micro. Madame, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Fatima Boutarbouche de la Direction Générale du Commerce. C'est juste un complément par rapport pour la question du représentant de Maritime News. Par rapport à ce qui a été déjà souligné par Monsieur le Directeur Général de Portnet et Madame la Directrice Générale de l'AMP, je voudrais tout juste rappeler que pour ce qui est de la dématérialisation des procédures de commerce extérieur, notamment l'importation et l'exportation, ils ont eu au niveau de la Commission nationale de facilitation des procédures de commerce extérieur. C'est une commission qui a été récemment créée par décret, mais dont les travaux existent depuis 1986, dont la création a été faite par circulaire du Premier ministre. Donc, si l'ex-président Obama avait fait un décret, chez nous, il y avait une circulaire. Il y a actuellement un comité conformément aux engagements du Maroc à l'OMC qui a été créé par décret et à laquelle tout le monde adhère. Autour de la table, il y a tous les parties prenantes qui sont concernées par la communauté portuaire, qui sont concernées par toute la communauté, non seulement la communauté portuaire, mais toute la communauté du commerce extérieur. Donc il y a des bases pour ça, et nous aussi, on est bien organisés et bien pour se comparer à ce qui a été fait par... Personne ne vous conteste ça, chère madame. Merci beaucoup de votre intervention. Je tiens à remercier infiniment les panélistes pour leur intervention très pertinente et aussi la salle d'être chaleureuse, nombreuse et d'avoir joué le jeu de l'interaction. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de matinée et bon appétit.